Bonsoir à tous. C'est une grande joie de vous voir très nombreux ce soir pour ce deuxième cycle d'initiation à l'histoire des arts. Beaucoup d'entre vous étaient peut-être déjà là à l'automne, où nous avons inauguré ce nouveau programme avec Michel Pastoureau, qui avait proposé un cycle très vaste sur les couleurs au Moyen-Âge. Ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Georges Vigarello, qui va nous proposer un cycle dans l'époque moderne. Cette fois-là, nous avançons dans la chronologie. Un cycle également très très vaste, vous allez le voir, puisqu'il ira de la Renaissance à nos jours. Georges Vigarello se décrit volontiers comme un historien du corps et de ses représentations. Il est directeur d'études à l'École des hautes études. Vous verrez ici sa biographie. Il prépare en ce moment plusieurs choses. D'abord, il vient de publier un livre sur la silhouette que vous avez peut-être déjà lu. Il prépare de nombreuses publications, notamment une nouvelle version illustrée du propre et du sale, qui était parue il y a déjà de longues années. Et puis, il me disait tout à l'heure qu'il avait en fait un autre projet. Il tenait un projet qui n'envisage pas seulement le corps comme une enveloppe, mais aussi peut-être le corps comme un réceptacle. Et il s'intéresse notamment de plus en plus aux sensations, et il va aux sentiments, et il prépare un livre sur ce thème. Donc ce soir, il va aborder la Renaissance, seul. Pour le cycle dans son ensemble, il a choisi d'inviter 2 personnes. La semaine prochaine, un historien de l'anatomie, Raphaël Mandresi, qui viendra parler avec lui. Et puis, dans 3 semaines, vous verrez Thierry Pillon, professeur de sociologie. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler devant vous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux. Je ne peux pas ne pas remercier l'administration du Louvre et les responsables de la culture de m'avoir invité et de proposer ce sujet sur le mouvement dont je vais dire quelques mots de façon générique pour justifier le choix portant sur le mouvement. C'est un thème qui est, j'entends le mouvement physique, bien entendu, le mouvement du corps. On pourrait envisager le mouvement dans un sens beaucoup plus large, ça va de soi. Mais c'est le mouvement du corps qui aujourd'hui me préoccupera et dont je vous parlerai. C'est un sujet qui est relativement peu étudié, me semble-t-il, en histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on étudie beaucoup les questions qui portent au fond sur l'expression, les questions qui portent sur les types de thèmes en histoire de l'art, les types de thèmes étudiés dans l'art, les mythes, la représentation des mythes, la représentation des personnages, etc. Il me semble que le mouvement est relativement peu étudié et il est intéressant pour au moins 3 raisons que je dirai très vite et qui apparaîtront dans l'exposé que je vais proposer. Pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'au-delà du corps dans sa statique et dans son enveloppe, dans son apparence, au-delà de ça, le mouvement pose un véritable défi pour le peintre, dans la mesure où c'est une séquence qui n'a pas de stabilité et qui doit être rendue dans sa dynamique. Donc il y a un défi à restituer de la dynamique à partir de données qui, elles, sont statiques. En plus, il y a une difficulté à le voir. C'est la photo qui peut voir très bien, mais vous imaginez bien que les peintres de la Renaissance ne disposent pas de ce type d'appareil. Donc il y a un défi. Et vous allez voir que ce défi pose problème. Il pose problème et il montre, deuxièmement, que dans la façon de résoudre le défi, il y a de l'histoire. Donc le deuxième intérêt d'étudier le mouvement, c'est l'intérêt historique qui montre que la peinture se transforme, la peinture évolue, la peinture se précise, la peinture devient de plus en plus réaliste. Et ça, c'est à mon avis extrêmement intéressant parce que, au fond, ça met en scène une question qui est à la fois intellectuelle, pratique, esthétique et qui renvoie à des données extrêmement variées. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle le mouvement est important et à mes yeux intéressant, c'est qu'à la fois c'est un défi, à la fois c'est de l'histoire, et en même temps c'est une manière de restituer les mœurs d'une époque. Par exemple, on n'entre pas d'emblée dans des précisions extrêmement ténues sur les mouvements, dans des gestes extrêmement méticuleux. C'est pas comme ça
que le mouvement, par exemple, est représenté au Moyen-Âge. Ce n'est pas le geste méticuleux qui est mis en scène. À partir de quand le geste méticuleux entre-t-il en scène? Deuxième type de problème, comment évolue la façon d'exprimer à travers le mouvement des données qui viennent de l'intérieur du corps? Donc vous voyez, il y a une troisième dimension, un troisième versant qui fait que le corps est au cœur, en quelque sorte, d'une question qui porte sur les mœurs. Et finalement, essayer de traduire l'histoire du mouvement à travers les arts visuels, c'est aussi, j'espère le montrer dans une séance qui n'est pas encore celle d'aujourd'hui, mais qui sera celle de la troisième séance, c'est aussi une façon de restituer les mœurs d'une époque. Alors aujourd'hui, la question que je voudrais évoquer, c'est plutôt celle de la manière dont on restitue le mouvement. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le montre? Comment, au fond, on le met en scène? Et quelles sont les conditions de cette mise en scène? Et pour cela, je pense que l'idéal, c'est quand même, non pas de commencer vraiment à la Renaissance, même si c'est la Renaissance qui me paraît le plus intéressant quant à cette question, c'est non pas commencer à la Renaissance, mais commencer avant, pour voir dans quelle mesure, entre un avant et un après, il y a des changements, et comment le mouvement fait véritablement problème, en particulier dans la façon dont il est restitué au Moyen-Âge. Donc mon plan, du coup, sera le suivant. Le Moyen-Âge, sur lequel je consacrerai quelques minutes, je ne serai pas très long, bien entendu. Ensuite, le XVe siècle, parce qu'il y a une vraie rupture au XVe siècle. Et puis, bien entendu, l'univers moderne. Cet univers moderne, pour moi, c'est le mot moderne, tel que l'entendent les historiens, c'est-à-dire le XVIe et le XVIIe siècle. Alors, je traiterai dans un premier temps la question qui porte sur le Moyen-Âge. Et comment vais-je la traiter? Eh bien, j'envisagerai 3 points. D'abord, le fait que, évidemment, au Moyen-Âge, le mouvement est présent, bien entendu. Les peintres médiévaux s'intéressent au mouvement. Mais deuxièmement, la façon dont ils s'intéressent au mouvement privilégie ce que j'appelle un dispositif frontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de profondeur, ce qui entraîne tout un ensemble de problèmes dans la manière dont le mouvement est restitué. Et ces problèmes, je les exposerai dans ce troisième moment que j'appelle la contrainte physique. Il y a une contrainte qui pèse sur le mode de représentation à partir du moment où on se contente de 2 dimensions, c'est-à-dire la hauteur et la longueur ou la largeur. Alors, j'en viens à la présence du mouvement. Ben oui, voilà un exemple ici. C'est une des représentations les plus anciennes que je connaisse sur le mouvement. Ça se trouve à l'abbaye de Saint-Gall et c'est un psautier, Psalterium aureum, un psautier d'or. On voit bien d'ailleurs les traces de l'or ici sur les... J'espère que mon machin marche. Oui, voilà, vous les voyez bien ici. Et ce que vous voyez aussi, sur lequel je ne veux pas insister, c'est le fait que le mouvement est représenté de manière totalement frontale, sans qu'il y ait véritablement de profondeur. Mais en revanche, il y a un intérêt, bien sûr, pour la dynamique. Ce sont des danses. Il y a un intérêt pour la dynamique, pour les bras, pour les jambes, etc. Deuxième exemple, un peu plus tardif, le psautier de Saint-Louis, qui est très connu. C'est un psautier qui se trouve à la Bibliothèque nationale, qui est extraordinairement riche et absolument magnifique en termes de restitution picturale, si je peux dire, ou en tout cas de couleur, si je peux dire comme ça. On voit ici l'intérêt pour des gestes qui sont des gestes ouvriers. Ça renvoie bien sûr à des miracles sur le grain qui se multiplie. Bon, je n'entre pas dans les miracles, c'est pas vraiment le problème. Le miracle, en l'occurrence ici, pour moi, c'est simplement, je dirais, une occurrence. Ce qui est important, c'est le fait que le mouvement soit restitué, que les individus sont penchés, on voit la lourdeur, etc. Mais, une fois encore, ils sont pris sur le mode frontal. On le voit aussi, toujours dans le psautier Saint-Louis, la restitution de gestes que j'appellerais des gestes guerriers ou des gestes agressifs, etc. Le maniement de l'épée, l'épée, le sabre, c'est présent. Le bras se lève de manière très aérienne, en essayant de traduire quelque chose qui est de l'ordre de la violence. Mais 2 remarques immédiates, l'une dont je n'ai pas parlé, l'autre dont j'ai parlé, le dispositif frontal. Deuxième remarque, il n'y a pas d'intérêt très précis pour la question anatomique. Et en plus, le corps est enveloppé, on ne voit pas de muscles, vous voyez, il y a un fil à la limite, on ne voit pas d'épaisseur, on ne voit pas de galbe. À la fois, le Moyen-Âge s'intéresse incontestablement au mouvement, mais l'aspect de l'effervescence de la vie dont ce mouvement peut être porteur n'est pas présent dans ce type de représentation. Alors, insistons un instant sur le dispositif frontal, superbe image, à mes yeux, qui vient de la Bible des Croisés, qui est exactement contemporaine du psautier de Saint-Louis, c'est-à-dire au milieu du XIIIe siècle, 1250. On voit effectivement de l'effervescence, de l'intensité de l'activité, mais les épées sont dans le sens du tableau, les mouvements des chevaux également, et en même temps, une fureur n'en est pas moins
présente dans ce type de représentation. Autre exemple tiré d'un évangile cette fois, qui précède en fait. Je mélange un peu les époques parce que pour moi, la préoccupation dominante, qui est la préoccupation frontale, se retrouve aussi bien au 9e, 10e, 11e et 13e siècle. Ici, c'est un évangile allemand qui a été produit à Echternach et qui se trouve à la bibliothèque italienne de San Lorenzo. C'est un évangile du 11e. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cet évangile? Évidemment, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, c'est ça. Voilà. Alors je vais le détailler. Et si vous êtes attentif à la position de la croix, donc on peut imaginer que l'auteur, disons le miniaturiste, aurait pu se contenter de montrer Lazare se levant. Alors que là, il a pour intérêt aussi de montrer la façon dont des hommes soulèvent la planche, font un acte que je qualifierais d'ouvrier, donc il y a un intérêt pour le mouvement, vous voyez, mais cet intérêt ne se traduit pas par une dimension de profondeur donnée à ce mouvement. Le bras est parallèle à la branche, on voit à la limite les mains ici qui saisissent la planche, mais tout ce qui est de l'ordre d'une possible profondeur n'est pas véritablement relevé, et c'est cela, à mon avis, qui traduit les caractéristiques d'une peinture, appelons ça une peinture, en tout cas des arts visuels anciens, ceux du Moyen-Âge. Et on le voit très bien à partir de la question que pose ce type de représentation, c'est-à-dire une contrainte qui fait que les gestes tels que nous les connaissons, tels que nous les voyons, tels que nous les attendons, ces gestes-là ne sont pas véritablement présents. On le voit ici dans une miniature qui, elle, date de 1300, qui est tirée d'une chronique qui est intitulée Chronique de Charlemagne. Bon, peu importe, Charlemagne a évidemment existé bien avant, qui, elle aussi, se trouve à Saint-Gall. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette chronique? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette image? Je vais la détailler, bien entendu. C'est la position de l'archer ici et la position de la personne qui monte l'échelle là-bas. Alors, détaillons-la. La position de l'archer, ne nous y attardons pas, mais vous voyez que la contrainte physique, c'est quoi? C'est que si vous voulez représenter uniquement sur le mode frontal, vous avez tendance à vouloir tout représenter. Et en l'occurrence, le bras qui tire le fil de l'arc doit être représenté, alors que dans la réalité, bien entendu, on ne le voit pas. Et ça va jusqu'à, ce qui est tout à fait étonnant et à mon avis très révélateur, ça va jusqu'à la tentative de se considérer obligé de représenter le fil de l'arc, qui bien entendu est derrière le bras, et qui est présenté ici devant. Donc cette contrainte de ce que j'appellerais la frontalité, si on peut dire les choses comme ça, entraîne finalement une manière très particulière de représenter la mobilité. Idem pour la question de l'ascension de l'échelle. Les jambes, bien sûr, ne sont pas représentées telles qu'on devrait les voir, c'est-à-dire en profondeur, mais comme l'auteur veut montrer l'ensemble des jambes, il nous les montre frontalement, et à ce moment-là, il ne met plus l'homme qui grimpe l'échelle dans une position d'ascension. Donc voilà la question que pose, à mon sens, le type de représentation au Moyen-Âge, et c'est ce défi que les peintres vont être tentés de relever. Ils le relèveront plus ou moins bien, et dans la manière dont ils le relèvent, on voit très bien, effectivement, que s'inscrit de l'histoire, qu'il faut du temps. Il faut du temps pour mûrir, pour comprendre les dispositifs permettant de faire exister la profondeur. Et puis même quand on fait exister la profondeur, d'autres problèmes surgissent qui créent bien sûr de l'histoire. Mais ce que je retiens quand même, si je m'intéresse aux mœurs, ce que je retiens dans les tableaux dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a quand même un intérêt pour le travail ouvrier, même si ce travail ouvrier est installé dans des données qui sont mythologiques, ou en tout cas qui relèvent de l'histoire religieuse. Il y a un intérêt pour le travail ouvrier, et il y a un intérêt évidemment majeur et massif pour l'affrontement guerrier, avec, je ne rentre pas dans les poésies médiévales, mais le plaisir du chevalier qui va vers son destin agressif, etc. C'est très important, parce que ça renvoie à des sensibilités qui évidemment sont datées par rapport aux nôtres. J'en viens maintenant à une période plus proche de nous. Deuxième partie de mon exposé, c'est la troisième qui sera la plus importante et la plus longue. Deuxième partie de mon exposé, le XVe siècle. Alors sur le XVe siècle, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir d'abord que l'espace va être traité autrement, même si la perspective n'est pas encore inventée, en tout cas pour le début du XVe, de le tout début. Deuxièmement, le XVe explore davantage la dynamique du geste, en essayant de séquencer des parties différentes du geste. Et troisièmement,
l'exemple ouvrier va devenir beaucoup plus présent et beaucoup plus mis en évidence, malgré tout un ensemble de questions qui vont continuer de se poser dans ce début du XVe siècle. Alors, commençons par l'espace. Eh bien, si vous prenez le livre du tournoi des rois René, qui est un magnifique manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale, et qui a d'ailleurs plusieurs exemples, qui datent du milieu du XVe siècle. Si vous prenez ce manuscrit avec ces miniatures que je trouve absolument somptueuses, à la fois dans la couleur et dans le détail, vous voyez qu'il y a une tentative de restituer la profondeur. Une première barrière ici, une deuxième barrière là, les assaillants, c'est un tournoi, hein, les assaillants sont enserrés dans une barrière avec le sentiment qu'il y a effectivement une tentative de représenter de la profondeur, et les assistants, eux, sont bien, si vous voulez, alors attendez, il faut que je retrouve, voilà, sont bien à l'arrière-plan. Donc le tableau nous donne le sentiment que l'espace se creuse. La perspective n'est pas encore présente, je ne rentre pas dans les détails, mais vous le voyez très bien, on ne voit pas de point de fuite, mais l'espace s'est creusé. Et qu'est-ce que ça donne au niveau du mouvement? Évidemment, le mouvement commence, lui, à donner le sentiment qu'il entre. Vous voyez, ici, on voit très bien que le geste qui est fait, là, dans l'épée est derrière l'individu. Et idem dans ces gestes-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le sentiment qu'une force existe, que la force peut effectivement se libérer, se donner de manière plus intense. Et je trouve que c'est une immense invention qui a été faite, en gros, dans les années 1420, 30, 40. Il y a un débat autour de la date qui porte sur la naissance de ce type de tournoi, enfin de livre plutôt, de livre, hein. Mais il semble que c'est quelque chose comme 1450, 1460. Alors, intéressons-nous non plus seulement à l'espace, mais essayons d'avancer dans la question de la dynamique. Je viens de montrer à l'instant que le fait de rentrer dans des repères de profondeur donne de la dynamique au mouvement, et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement cette invention-là, ce n'est pas seulement la tentative de restituer, au fond, disons, de l'intensité, il y a aussi une tentative de se rendre curieux pour la diversité des phases d'un même mouvement. Et ça, c'est très nouveau. Et on le voit effectivement au XVe, on le voit ici, dans une sorte, c'est une gravure d'une des premières xylographies, à mon sens, allemande, qui représente quelque chose qui occupe beaucoup l'imaginaire chrétien, et en particulier l'imaginaire médiéval, qui est le martyre de Saint-Sébastien, que vous connaissez bien. Donc il y a une inspiration ici qui vient de la légende dorée de Vaujarine. Alors pourquoi cette image est intéressante? Pour cette raison, c'est que les tireurs, on verra tout à l'heure d'autres situations de tir et d'autres représentations de Saint-Sébastien, mais les tireurs n'ont pas la même position. Autrement dit, la curiosité porte sur comment, à la fois, peut-on tirer à travers des phases différentes du tir, et comment peut-on tirer à travers des positions différentes de tir. Là, il y a quelque chose de complètement nouveau, même si, je vous l'avoue, la frontalité reste très présente. Il y a très peu de préoccupations concernant le problème de la perspective dans cette image. Elle est un peu plus présente dans un manuscrit que personnellement je trouve assez remarquable, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est le livre d'heures, on appelle ça le livre d'heures d'Engelberg. Et en fait, c'est le livre d'heures de Marie de Bourgogne, la fille du duc de Bourgogne, le grand combattant contre Louis XI, contre Louis XI. Ce qui veut donc dire que c'est à peu près 1460, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de cette image? Elle est plus riche que la précédente. Et pourquoi est-elle plus riche? Parce qu'elle nous donne des positions différentes, cette fois, de ce que l'on pourrait appeler le même mouvement. Vous voyez, l'arme est baissée, à moitié, elle est levée, elle est en position de tir. Donc, ça paraît totalement dérisoire, mais ça renvoie quand même à une préoccupation extrêmement nouvelle, extrêmement intéressante quant à la curiosité, quant à la tentative de regarder ce qui se passe et quant à l'importance donnée à ce qui se passe. On le voit très bien cette fois dans la manière dont on restitue à cette époque-là la présence du mouvement ouvrier, une peinture très connue qui est la peinture de Fra Angelico qui représente un miracle, le miracle de Saint Nicolas de Bari. Alors, magnifique dans sa couleur,
mais intéressante aussi dans la restitution du mouvement. Vous voyez, c'est un miracle, le blé se multiplie, etc. Bon, n'entrons pas, ces détails ne sont pas les plus importants à mes yeux. Ce qui est le plus important, bien entendu, c'est le fait que la jarre que les individus tiennent rentre en quelque sorte à l'intérieur du tableau. Et le blé sort vers nous. Vous voyez, ça, c'est extrêmement nouveau et tout à fait intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, ne l'oublions pas, au-delà de la couleur, au-delà d'une certaine fidélité du geste, ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne voyons pas encore véritablement les corps, nous ne voyons pas encore véritablement les muscles, alors même que l'intérêt pour la précision du mouvement est présente. Les corps sont enveloppés, un peu comme si c'était difficile d'arriver à les faire émerger dans leur vie tégumentaire, si je peux dire, en tout cas musculaire. Exemple identique dans des miniatures qui sont, elles, fabuleusement connues, qui sont celles des Thérésaures du duc de Berry, que vous avez sans doute beaucoup d'entre vous vues au musée Condé. Là encore, c'est difficile de dater. C'est évidemment du début du XVe, c'est 1410, 1411. Mais il y a eu des corrections apportées ensuite. Bon, bref, n'entrons pas dans trop de détails, n'entrons pas non plus dans trop de dispositifs différents concernant cette miniature. C'est un mois, hein, c'est les mois d'hiver. Dans les livres d'heures, il y a très souvent la succession des mois au début du livre d'heures. Évidemment, les situations sont très différentes. On se fait chauffer autour du feu. Ici, vous avez les moutons, les abeilles, le colombier, etc. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, le travail, l'ouvrier. Et c'est ça. Et je vais retenir ici ce geste-là. Alors, je passe aussi sur l'idée qui me paraît importante et qui est la suivante, c'est qu'on oublie, quand on regarde cette gravure, la dureté. On oublie la dureté de la situation ancienne. On a le sentiment que c'est plein de douceur. En fait, je pense qu'il y a une souffrance énorme dans le froid qui pénètre, etc. Mais je ne suis pas là pour vous parler du froid ou vous parler de la douceur. Je suis là pour vous parler des mouvements. Et si je regarde le mouvement de l'ouvrier, qui est représenté comme étant celui qui coupe le bois pour chauffer les personnes que l'on a entrevues au bas de la miniature. Qu'est-ce qui est intéressant? Effectivement, l'acte entre, vous voyez, ça rentre dans le tableau. Donc il y a un sentiment qui est prise de conscience de la perspective. Mais en revanche, regardez le travail sur les appuis. Les appuis n'ont aucun rapport avec la réalité qui, elle, sera explorée par les peintres de la Renaissance, qui sera un objet premier. C'est une préoccupation centrale chez Léonard de Vinci dans son traité de la peinture, par exemple, qui vous dit l'appui, il faut qu'il représente une stabilité, il faut qu'il représente une force. Or là, nous avons un travail qui n'est pas véritablement centré sur le thème de l'appui. Voyez. Mais en revanche, il y a incontestablement une tentative de restituer de la force, de restituer de la dynamique et d'essayer de montrer que ce sujet, il est en position d'effort. Mais ce n'est pas l'effort tel que nous le représenterions à travers une photographie. Alors j'en viens à ma troisième partie, qui sera, vous vous en doutez bien, la partie la plus longue et sur laquelle je vais avoir plusieurs sous-parties, si je puis dire, qui est celle de l'univers moderne, qui renvoie bien sûr à l'installation de phases nouvelles dans l'histoire que j'ai amorcée et qui renvoie aussi à une multiplicité de préoccupations nouvelles beaucoup plus riches que celles dont j'ai pu évoquer l'amorce dans les exemples précédents. Il y a, à mon sens, dans l'univers moderne, trois types de nouveautés fondamentales pour représenter le mouvement, pour représenter donc la dynamique du corps et la mettre en scène. Il y a trois nouveautés fondamentales sur lesquelles je vais m'attarder respectivement. La première, c'est celle qui consiste à regarder autrement. Pourtant, le regard s'est enrichi. Entre le Moyen-Âge et le XVe siècle, il y a incontestablement une rupture. Le regard s'est enrichi. Mais ce que va apporter la Renaissance, c'est une exigence de regard infiniment supérieure à ce que l'on a vu jusque-là. Premier point. Deuxième point, la Renaissance se préoccupe, comme nous l'avons vu jusqu'ici, et comme le faisaient les illustrateurs du Moyen-Âge et les illustrateurs du XVe siècle, la Renaissance se préoccupe d'objets différents. Le travail, les jeux, etc. Mais les types d'objets poursuivis, les objets regardés en quelque sorte, ceux qui sollicitent le regard, l'œil, sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient auparavant. Et troisièmement, la façon de mettre en scène le mouvement ne sera pas seulement une manière, une façon qui s'en tient au dessin du mouvement lui-même, mais sera une façon qui, dans la scène elle-même,
dans le dispositif global, dans les outils qui entourent le corps, par exemple, eh bien, dans cet ensemble d'indications-là, favorise la représentation du mouvement. Par exemple, les plis des vêtements, le dispositif de l'espace, la présence du vent, etc. Donc, il y a quelque chose qui se globalise au moment de la Renaissance et qui donne des résultats que je trouve personnellement absolument passionnants quant à la restitution du mouvement. Alors, les types de regards. C'est quoi les types de regards? Les types de regards, c'est d'abord l'invention de la perspective, avec des effets extrêmement clairs. Ensuite, c'est des angles. On va regarder avec des angles variés, alors que jusque-là, c'était un seul angle qui dominait. Ensuite, on va tenter de relever des lignes de force sur le corps, ce que ne faisaient pas, alors que la miniature était magnifique, ce que ne faisaient pas les frères Limbourg qui représentaient le coupeur de bois en 1510. Et puis, eh bien, il y a une variété de situations que l'on va explorer, qui sont les situations mythologiques, les situations de jeu, les situations de travail. Donc, il y a une sorte d'effervescence de la vie au moment de la Renaissance. C'est ça qui me paraît fondamental. Non pas que le Moyen-Âge ne s'intéresse pas à la vie, non pas que le XVe ne s'y intéresse pas, mais c'est vraiment une forme de faire triompher, si vous voulez, l'effervescence de la fécondation vitale qui me paraît tout à fait centrale au moment de la Renaissance et dont bénéficiera, bien entendu, la représentation du mouvement. Alors, la perspective et ses effets. Alors, la perspective, c'est à la fois un étagement de l'espace, vous voyez, ça se différencie, mes histoires. Bon. Il y a un étagement du tableau, il y a un relief donné au corps, et il y a aussi une profondeur des gestes infiniment plus importante que celle qui était présente jusque-là. L'étagement du tableau, ça se voit, j'ai utilisé volontairement la mise en perspective elle-même des lignes, si vous voulez, ça se voit à travers l'unicité d'un point de fuite. Les tableaux vont posséder, et ça c'est l'immense invention de la Renaissance, qui a été magnifiquement étudiée, évidemment par les historiens de l'art, Chastel, Franck Castel, etc. Ça a été 1000 fois étudié, mais encore faut-il le reprendre, et encore faut-il, à partir de là, s'interroger sur les effets que cela peut avoir sur la représentation du mouvement. Donc il y a un point de fuite, voilà, ça c'est l'immense invention de la Renaissance. Et à partir de là, le tableau peut s'étager entre un devant, un derrière, avec des scènes qui elles-mêmes se séquencent autrement et qui permettent, en l'occurrence dans ce tableau, qui est un tableau célèbre de Peter Bruegel, qui est un tableau de 1560, qui se trouve à Vienne. Il y a beaucoup de Bruegel à Vienne, il est magnifique ce musée de Vienne. Donc Bruegel, c'est les jeux d'enfants. Et les gens passionnés par les jeux, etc., disent c'est le premier tableau qui représente les jeux. Bon, très bien, moi je veux bien. En tout cas, il y a 100 jeux différents qui sont représentés. Vous voyez, quand vous les détaillez. Donc, la profondeur vous permet à la fois d'enrichir considérablement les activités et de représenter les activités avec des lignes qui, elles, sont nouvelles. Je pense, par exemple, je ne sais pas, ici, vous voyez les bras qui partent. Voilà, regardez le bras ici, vous voyez, les bras qui partent comme ça, ce qui, à la fois, se trouvait présent au XVe, mais prend ici une force qui n'existait pas. Je pense également à cette gravure. Attendez, je vais trop vite. Qu'est-ce que je fabrique? Là, je vais trop vite, je reviens en arrière. Non, attendez, excusez-moi, parce que je pratique ce genre d'objet pour la première fois, et donc parfois il y a des erreurs, mais je sais que vous me les pardonnez. Donc, ici, c'est une gravure de Hans Holbein, La danse macabre, de 1538. Pourquoi cette danse macabre m'intéresse-t-elle? Pourquoi plutôt cette image de la danse macabre? Parce que les chevaux ont le sentiment nous donnent le sentiment qu'ils entrent à l'intérieur du tableau. Et que le mouvement, si vous voulez, devient complètement circulaire, avec une dynamique qui n'est plus du tout la dynamique frontale, mais qui est la dynamique de la profondeur, ce qui donne la possibilité d'accentuer les galbes et les reliefs, et de donner du coup une véracité et une force au mouvement qui n'avait pas jusque-là. Le commentaire de ce type d'image, je vous le donne pour pure anecdote, si vous voulez, qui est pour moi, c'est pas central, mais je vous la donne. À la sueur de ton visage, tu gagneras ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te conduit. Ce qui est intéressant, bien sûr, pour Holbein, c'est la présence de la mort. Ce qui est intéressant pour nous, c'est au contraire ce mouvement tout à fait étonnant qui nous permet de rentrer dans le tableau et d'aller vers le point de fuite. Autre image de combat, cette fois, d'un grand peintre et graveur du XVIe, qui est Lucas Granac, le tournoi de Schwertern, 1509. Rappelez-vous du tournoi du XVe siècle, représenté par le livre du tournoi du roi René. Ici, vous avez exactement comme dans le livre du tournoi du roi René, un avant,
un après, si vous voulez, un dedans, mais le dispositif lui-même est orienté vers un point de fuite, vous voyez? Le tableau est orienté, ce qui accroît à la fois la possibilité de représenter des gestes qui sortent du tableau ou qui rentrent dans le tableau, et la possibilité d'accentuer aussi la dynamique. Je ne veux pas, pour des raisons de temps, je ne veux pas rentrer dans trop de détails de ce tableau, mais il faudrait le séquencer de façon beaucoup plus précise que je ne le fais, mais ce sont d'autres images qui vont, à mon sens, se substituer à ce type de manque que je relève dans mon propre commentaire. Voilà, en fait, voilà la véritable invention, elle est là. Ça, c'est un dessin de Léonard qui a été perdu, donc c'est un dessin du début du XVIe, et qui a été repris par Rubens. Donc c'est un dessin-peinture du début du XVIIe, mais en fait ça date du XVIe. Et là, on voit bien que la préoccupation, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, à travers la perspective, restituer des galbes musculaires, des intensités de mouvement, des différences de mouvement qui entrent, qui sortent, et du coup, le cheval, vous voyez, qui vient vers nous ici avec sa tête, alors qu'il se tourne vers nous, il est pris de côté, mais sa tête vient absolument vers nous, ce qui donne bien sûr une accentuation étonnante de la dynamique que l'on voit plus encore dans ce tableau qui est connu, hein, le tableau de Titien, Abel et Caïn. Donc c'est Caïn qui arrive à écraser son frère. Ça se trouve, c'est un tableau de 1500, on est dans le 16e là maintenant, hein, 1542, et ça se trouve à la basilique Santa Maria della Salute à Venise. Alors, vous voyez bien que ici, la jambe vient vers nous, et c'est ça qui donne la force, et avec l'appui. Vous voyez les problèmes des appuis par rapport à ce que nous regardions sur le XVe siècle, sur la magnifique miniature des très riches d'heures. Ici, il y a un travail, les pieds ne sont pas au même endroit, l'un s'appuie fortement, celui-ci vient vers nous, et il y a une force de l'ensemble du corps, le corps rentrant dans le tableau, la jambe sortant et appuyant sur le corps pour renverser l'adversaire et le faire basculer dans un vide qui est notre propre lieu. Il vient vers nous, il tombe vers nous. Donc le spectateur est happé dans ce type de tableau, et je trouve que c'est ça la véritable force de la Renaissance, c'est que finalement, dans un espace qui est totalement plane, à la fois vous avez du frontal et de la profondeur, et en même temps, vous, en tant que spectateur, vous êtes immédiatement concerné parce que le tableau vous appelle, le tableau vient vers vous. Vous voyez, ça, c'est complètement nouveau. Pour moi, c'est une immense peinture de la Renaissance, mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui sont peut-être encore plus étonnantes, sur lesquelles je m'attarderai dans un instant. Je passe toujours à un grand peintre du milieu du XVIe qui est Tintoret, la crucifixion, qui est un tableau très connu qui se trouve à la Scuola San Rocco. Donc c'est 1560 également à peu près, hein, qui se trouve 1565 très précisément, qui se trouve à la Scuola San Rocco. Il fait 5 mètres de large, le tableau, sur plus de 2 mètres de haut. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ici? Eh bien, ce sont 2 mouvements qui m'intéressent. Le premier, c'est celui-ci, cet homme-là, qui, le tableau ayant 5 mètres de large, cet homme a presque la taille du spectateur, et c'est cet homme ici qui tire la corde, vous voyez. Ce sont ces 2 images qui m'intéressent, parce que ces 2 images sont au cœur de la restitution de la dynamique et sont au cœur de la restitution des appuis. Vous voyez ce qui manquait dans les miniatures de les très riches heures. Voilà, ici, l'homme qui creuse pour implanter la croix des larrons, l'appui ici, vous voyez, l'appui sur la bêche, le travail à l'intérieur du tableau, le bras qui monte pour appuyer également. Donc là, il y a à la fois, à travers les appuis, à travers les outils, à travers la position même du corps, vous voyez, il y a le sentiment, cette fois, que le geste, au fond, restitue une force qui jusque-là était voulue, mais non, enfin pensée, imaginée, mais non véritablement montrée. Idem chez celui-ci, qui vient vers nous en quelque sorte. Mais les appuis sont à l'intérieur même du tableau. Et il sort parce que sa jambe, qui est ici, sa jambe ici, est presque dans le prolongement, il y a le bras, et la jambe est dans quasiment le prolongement. C'est là que se trouve la ligne de force. Donc, au fond, qu'est-ce qu'ils inventent? Ils inventent des lignes de force. Et je vais, bien sûr, me préoccuper des lignes de force dans un instant. Mais pour l'instant, ce que je voudrais montrer, au-delà de la question, au fond, de la perspective et de la profondeur et de la manière dont les positions vont se différencier, ce que je voudrais montrer,
c'est que ce que la Renaissance invente aussi, ce sont des manières de regarder le mouvement, le même mouvement, sous des angles différents, dans le même tableau, ce qui est évidemment le fait de relever un véritable défi. Le plus manifeste de ce type d'essai, mais ce n'est pas le seul, c'est le tableau de Pollaiolo, Antonio et Piero, les deux frères Pollaiolo, qui se trouve à la National Gallery à Londres et qui représente là encore un martyr de Saint-Sébastien. Mais si vous vous rappelez la représentation du Saint-Sébastien dans la gravure allemande que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez que dans la gravure allemande, il y avait un intérêt pour des positions différentes. Dans le tableau, qui est une huile sur bois des frères Pollaiolo, il y a le même geste vu sous des angles différents. Un peu comme si Pollaiolo voulait représenter le regard que le spectateur peut avoir face à une statue. Vous voyez, c'est le même geste. C'est le même geste, mais ici vu de dos, ici vu de face, ici vu de côté, ici vu d'un autre côté. Et on le voit mieux lorsqu'on rentre dans le détail du tableau, qui par ailleurs, évidemment, est, à mon avis, en termes de couleur et en termes de gestuelle, est absolument magnifique. On le voit mieux. On voit aussi, je ne veux pas insister, le fait que la nudité, les muscles, l'intérêt pour le corps, c'est un tableau très ancien, 1475. L'intérêt pour le corps et la nudité commence à être présent, les bras, on ne voit pas l'ensemble de l'épaule, etc., mais les bras, le creux ici, les muscles qui sont présents, et cette tentative de restituer, un peu comme si on vous donnait la possibilité de tourner autour du même geste, donc il y a une curiosité pour le geste, mais il y a une curiosité pour les séquences du geste et les positions différentes au sein d'un même geste. Très sensible dans les peintures de Bruegel, qui me paraît un exemple extraordinaire de ce point de vue, le Peter Bruegel, l'ancien du milieu du XVIe siècle également, il est mort en 1569, Peter Bruegel. La Fenaison, c'est un tableau très connu qui se trouve au musée de Prague. Et si vous rentrez dans le détail, alors la Fenaison, apparemment, ce qu'on regarde, c'est l'avant, vous voyez, c'est ça. C'est les trois jeunes femmes qui se promènent de façon tranquille dans la campagne après avoir fait leur travail. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est là, c'est ça et c'est ça. C'est là. Alors, prenons les détails. Voilà. Ici, on a exactement la même question que celle posée par Pollaiolo, l'homme qui utilise son instrument vu de face, vu de dos, c'est le même. Et ici également, vous voyez, des positions différentes et encore plus nettes lorsqu'ils jettent leur râteau sur le foin, vu de dos, vu de face. C'est ça qui est au cœur. On ne le voit pas quand on regarde le tableau. Mais en fait, c'est ça qui est au cœur de la préoccupation de Bruegel. La richesse, si vous voulez, une sorte d'effervescence. Vous voyez, idem ici, vu de dos, vu de face. Dans des positions quasi identiques, mais en revanche sur des angles qui sont eux-mêmes différents. C'est ça qu'invente la Renaissance, à mon avis. Et c'est extrêmement important, parce que, bien entendu, c'est une façon de s'intéresser à ce que j'appellerais la fécondité, l'extrême richesse et la fécondité de la vie. Et si vous comparez à un tableau dans lequel sur lequel je n'ai pas pris d'exemple, qui est à nouveau un mois de l'été, représenté par les très riches heures du duc de Berry, juillet. Et voilà, les très riches heures sont absolument extraordinaires. Quand vous allez à Condé, que vous les regardez, vous êtes éberlué d'émerveillement par la couleur, la subtilité, la douceur. Mais c'est le même geste qui n'est pas vu sous des angles différents. Voyez. Et les appuis. Je critique pas le génie de Limbourg, c'est pas le problème. Et les appuis ne sont pas ce que sont devenus les appuis chez Titien, Pollaiolo et Bruegel. Alors, j'en viens maintenant à une autre question qui est très importante, mais que j'ai déjà évoquée, qui est celle de l'intérêt porté sur les lignes de force. Les peintres cherchent les lignes d'efficacité sur le corps. Autrement dit, ils ne se contentent plus de dessiner les proportions telles que les inventeurs des proportions, Léonard, Dürer, etc., tels que ces inventeurs des proportions les ont montrés, mais ils se posent la question des forces présentes au sein du geste lui-même, et donc des lignes dynamiques qui traversent en quelque sorte le geste. Alors, c'est tout à fait magnifiquement expliqué dans un texte qui est longtemps resté manuscrit, qui est le texte de Léonard, écrit à la fin du XVe, et qui va ensuite exister sous forme de traité, le traité de la peinture de Léonard de Vinci, mais qui n'émerge sous forme de traité que plus tard, et en France en tout cas, il n'existe qu'à partir de 1600
60, avec des illustrations qui sont celles que je vais montrer, qui sont celles d'illustrations de Poussin. Alors, donc, c'est curieux, parce que c'est un texte du 15e, fin 15e, et ce sont des illustrations du 17e, mais en revanche, ce que Poussin représente, c'est bien une fidélité à l'égard du texte de Léonard. Et Léonard se pose la question suivante: si quelqu'un porte une pierre sur l'épaule, qu'en est-il de l'ensemble de son corps? Donc c'est plus uniquement, je le répète et j'insiste parce que c'est tout à fait fondamental, c'est plus uniquement à la question de la proportion, mais c'est la question de quelles sont les lignes de force qui traversent le corps lorsqu'il est en position dynamique. Et on voit très bien que la question que se pose Léonard, c'est: est-ce que l'épaule qui supporte la pierre est plus ou moins élevée? Sa réponse, c'est: elle est plus élevée. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas l'épaule qui cède, mais au contraire, c'est l'épaule qui résiste et qui se relève. Ne m'en veuillez pas de faire des gestes. Et c'est également aussi un travail sur les types d'appui. Donc, il y a une ligne ici, vous voyez, qui est tout à fait surveillée dans le texte de Léonard et dans l'image de Poussin. Et même problème, si quelqu'un fait une volte, quelle est la ligne que je dois respecter? Ça tourne autour. Vous voyez, la volte tourne autour d'une ligne. Et c'est cette ligne qu'il faut que je respecte. Il ne faut pas que je le fasse basculer trop d'un côté ou trop de l'autre. Sinon, l'équilibre serait perdu. Comment respecter l'équilibre et comment le restituer dans un travail de peinture? Idem dans les positions, idem dans les frappés, les lancers, etc. Mais on s'occupera de cette question beaucoup plus précisément. Alors la photo n'est pas terrible parce que c'est moi qui l'ai prise et je l'ai prise sur un papier qui était plié, mais ce n'est pas dramatique. On s'en occupera beaucoup plus de cette question lorsqu'on exposera avec mon ami Raphaël Mandressi la question de la science du mouvement, si vous voulez. Quelles sont les préoccupations savantes à l'égard du mouvement? Autre problème, le quatrième, par rapport à l'invention de la perspective, le quatrième, c'est les variétés de situations observées. Dessin de Peter Bruegel, à nouveau, qui est un dessin qui se trouve à Hombourg, en Allemagne, qui est un dessin de 1568, un an avant le décès de Bruegel. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est le fait que le tableau nous présente non plus seulement des mouvements pris sous des angles différents, mais une richesse totalement explosive de mouvements. Vous avez celui qui ici fauche, celui qui joue avec qui joue, c'est une façon de parler, avec la faucille, les glaneuses, mais les glaneuses n'ont pas les mêmes positions, ne sont pas au même endroit, celui qui boit, ceux qui portent, vous voyez ici, ceux qui portent, celui qui arrive, etc. Et au fond, ce qu'il veut mettre en scène, c'est précisément la richesse possible de la variété des mouvements. C'est ce qu'il fait dans la situation de jeu sur laquelle je n'insiste pas et sur laquelle je ne reviens pas. C'est ce que font en particulier les peintres flamands. Je pense à cette peinture que je trouve tout à fait intéressante d'Abel Grimmer, qui lui aussi représente les mois. Alors, si on regarde cette peinture au premier abord, on ne voit pas grand-chose. On voit ici des gens qui regardent, qui sont attentifs, on voit un fleuve, on voit des gens vaguement au boulot, ici le point de fuite, évidemment, et des étagements de la gestualité. Mais si vous rentrez dans le détail, vous allez voir que ce qui intéresse Abel Grimmer, c'est le fait que chaque, ici, acteur se livre à des activités qui sont différentes et, du coup, obéissent à des gestes qui sont différents. Il y a deux manières différentes d'affermir la clôture. Il y a des manières différentes de s'intéresser, c'est le mois de la vigne, de s'intéresser aux vignes. Il y a des manières différentes ici de travailler, je ne sais plus, alors attendez le détail, je n'ai pas, oui, travailler sur les arbres, et puis on ne le voit pas, mais à nouveau, activités différentes ici. Donc, au fond, il y a un intérêt extrêmement marqué pour la variété, ce qui veut dire quoi? Eh bien, le regard se porte à la fois sur des choses différentes, des objets différents, tente de varier les angles, tente de trouver des lignes. Vous voyez, il y a un enrichissement. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il y a un enrichissement considérable de la manière de regarder. Bon. Deuxième originalité. Alors, oui, dernier exemple, peut-être, oui, ça je l'oubliais. C'est une gravure de Raimondi qui date du début du XVIe siècle, que je trouve intéressante parce qu'elle se trouve au musée de Lens, qui est le musée du Louvre, qui représente une exposition temporaire sur la Renaissance. Elle est tout à fait passionnante, cette gravure, parce que vous voyez que, là encore, c'est les grimpeurs. Alors, ici, il vient vers nous, là, il va à l'intérieur. Bon, donc, c'est au fond une séquence qui résume des choses sur lesquelles j'ai pu déjà parler. Donc, voilà le type de regard. Perspective, angle, ligne, variété. Et puis, il y a des types d'objets. Autrement dit,
le regard sélectionne un certain nombre d'objets quand il se porte sur le mouvement. Il essaie de définir ce que j'appellerais des unités, au fond, de regard. Voilà comment on pourrait dire, de la même manière que les linguistes s'intéressent à des unités de son, par exemple, vous voyez, ou à des unités de sens. Là, il y a des unités de regard. Alors ça donne, bien sûr, les forces et les muscles, les infirmités et des situations différentes. Les forces et les muscles, les positions, on en a déjà parlé des positions, mais j'insiste, on voit bien dans cette peinture de Pollaiolo, Antonio Pollaiolo, qui se trouve à Washington, le travail sur l'appui, c'est l'enlèvement de Déjanire, la femme d'Hercule, c'est Hercule qui tire. Donc, j'insiste pas parce que j'en ai parlé, simplement, ce que je veux dire, c'est que je veux me centrer sur la question des positions. On le voit aussi dans cette peinture de Dürer, Hercule et les oiseaux de Saint-Phal, qui est une peinture d'un Dürer très jeune, 1500. Et là, vous voyez, par rapport à la précédente, la position du tireur est complètement différente, c'est la jambe arrière qui fait tout ici. Donc le souci de la position, de définir des objets différents, et on le voit. Alors j'ai pris des séquences, voilà. J'ai pris des séquences, j'en ai pris deux, des situations semblables, pour montrer qu'elles sont traitées différemment, et elles renvoient à des objets semblables, mais traités différemment. Alors, par exemple, Hercule et Anté. Vous savez, Anté qui résiste, Hercule qui essaie de toujours la gripper, l'arrêter, le bloquer, alors que Anté rebondit. Et au moins 3 exemples. Le premier, c'est l'Anté de Hercule et Anté de Granac, 1520, qui est dans une collection privée. Et Anté est écrasé au niveau de la ceinture, et il part vers nous. Donc la force ici est représentée par la position d'Anté, qui est complètement cassée. Vous voyez ? Et c'est la position qui dit la force. Voilà. Mais c'est aussi le regard qui choisit un certain type de position dans le même thème. Haute position. Mantegna, qui représente également Hercule et Anté, cette fois, Hercule soulève de façon extraordinaire Anté, et sa force est restituée dans le soulèvement. Ou encore, troisième type de position, plus récente, 1635, je crois, c'est le Zurbaran, 1634, le Zurbaran qui est au Prado. Cette fois, si vous voyez le visage d'Anté, il est pris, il fait dos à Hercule qui lui écrase le ventre. Donc la restitution de la force est étudiée à travers des positions qui sont elles-mêmes différentes alors qu'elles portent sur le même objet. Donc vous voyez, la tentative de différencier, c'est toujours ça que je veux mettre en évidence. Premier exemple, Hercule et Anté. Deuxième exemple, Saint-Georges. La force restituée totalement différemment pour la même situation. Ici, le Carpaccio de la Scuola dei Schiavoni à Venise. C'est la lance qui dit la force, et c'est la position sur les éperons de Saint-Georges. Ici, c'est au contraire le Raphaël du Louvre. La force, elle est restituée par le bras, vous voyez, qui va se déplier, se déployer pour atteindre le dragon. Et ici, alors l'histoire, vous la connaissez, c'est le dragon qui envahit la ville et qui veut une femme, qui veut tuer une femme tous les ans. Donc il faut finalement tuer le dragon, sinon les femmes de la ville sont totalement décimées. Et ici, le Tintoret représente la princesse qui était promise et qui peut s'enfuir, avec le mouvement accentué par les plis dont je parlerai tout à l'heure, et la lance qui est derrière et qui descend de l'autre côté pour atteindre le dragon. Donc on voit la multiplicité des positions pour restituer les choses. Le galbé, je n'insiste pas, on le trouve dans le frontispice du petit document que les responsables du Louvre ont eu la gentillesse de faire circuler. On voit bien qu'il y a une volonté de restituer les muscles, mais le travail anatomique, il est imaginé plus que réalisé. Néanmoins, la volonté, c'est bien de restituer des muscles. Donc ça, c'est complètement nouveau. Dans les combats de la Bible des croisés, on ne voit absolument pas de muscles. Donc là, il y a quelque chose qui est neuf. Vous voyez, la préoccupation du mouvement, la préoccupation du corps, la préoccupation de la dynamique. De même, ici, dans la phase basse du Saint Sébastien, effectivement, de Pollaiolo, l'intérêt des archers, nus cette fois, nus, habillés. Et c'est à mon avis le même. Hein. C'est le même vu dans la même position, de face et de dos. Donc on a la même question, mais une amorce de Galbé, 1475. Très fort dans le Titien, le Sisyphe, je n'insiste pas. Évidemment très présent
dans le Michel-Ange, vous m'auriez reproché de ne pas représenter un Michel-Ange. Très fort dans les gravures du XVIIe, je pense à une gravure de Jäger. Je n'insiste pas parce que c'est pas utile de tout montrer, mais on le voit bien ici à travers la manière dont la jambe est quand même restituée. Écoutez, c'est extraordinaire ça. C'est beaucoup plus précis. Hein. C'est beaucoup plus précis que pour l'aiolo. Les anatomistes ont fait d'immenses progrès là, entre la fin du XVe et le XVIIe. Et puis, pourquoi les infirmités? Parce que l'intérêt pour le mouvement, c'est pas seulement la réalisation magnifique, magnifier le mouvement. C'est pas seulement la réalisation magnifique du mouvement. L'intérêt pour le mouvement, c'est aussi en quoi le mouvement est-il confronté à des obstacles. D'où l'intérêt pour l'infirmité. Vous voyez, les infirmes de Bruegel, que tout le monde connaît, je n'insiste pas. D'où aussi le Bruegel, les mendiants plutôt. Hein. Les mendiants qui se trouvent précisément ici, voilà, je voulais le citer, le musée du Louvre, 1568. Un peu plus tard, l'infirme de Callot, les gueux, c'est une eau forte. Alors, pourquoi c'est intéressante? C'est ça, vous voyez. En quoi l'infirme, il ne peut plus avoir les appuis normaux. Et ça intéresse Callot. Parce que précisément le mouvement, ça l'intéresse, et parce que du coup, les obstacles au mouvement l'intéressent. Alors, on a des situations, vous voyez, il y a donc des différences qui portent sur le regard, qui portent sur les objets, et puis qui portent sur les lieux, les situations différentes, les ambiances. Et là, les situations vont être très nombreuses, les mythes, les combats, le travail, les fêtes, les jeux, je vais aller très vite. Les mythes, on en a déjà parlé, c'est pas la peine de revenir. Les combats, les mythes, c'est à la présence de la religion, on utilise, vous voyez, la référence, soit à la religion, soit à la mythologie, donne l'occasion de représenter les mouvements qui intéressent, bien sûr, les peintres de la Renaissance. Les combats, je n'insiste pas, mais tous faisant naître la curiosité de la nudité, même si ici cette nudité n'est pas représentée telle que les anatomistes voudront le faire au début du XVIe et en tout cas à la fin du XVe. Ici, les combats bien connus de Mantegna, les combats des dieux marins, la nudité. Hein. Alors là, il y a un geste extraordinaire où ils lancent, c'est les dieux marins, ils lancent des poissons, mais avec un geste qui part vers l'arrière, sur lequel je ne veux pas m'attarder. Le tableau, je trouve que dans une certaine mesure, les Hollandais sont plus attentifs peut-être, sont plus curieux pour la vie quotidienne que ne le sont, les Latins. Mais bon, c'est une différence qui n'est pas non plus complètement tranchante. Mais c'est vrai que les Latins utilisent davantage les situations mythologiques ou les situations religieuses pour restituer le mouvement. Les Hollandais restituent davantage les situations quotidiennes, ils sont plus attentifs, si vous voulez, à la vie de tous les jours. Et il y a ce très beau livre, d'ailleurs, j'oublie son nom, c'est pas Topalov, sur la vie, la représentation quotidienne chez les Hollandais dans la collection Point-Seuil. Ça, c'est une peinture de Henri Maître de Blaise, 1530. Qu'est-ce que ça représente, la mine? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est le bas, c'est ça. Hein. Alors voilà, c'est là, vous voyez, avec une diversité considérable. Et c'est une peinture de 1530 à peu près. Donc c'est bien début 16e, c'est bien l'explosion où le mouvement est magnifié. Le Bruegel, ici, on ne voit pas ce qui, moi, me paraît révélateur d'une curiosité nouvelle, c'est ceci. Vous voyez, dans le Bruegel, voilà, qui semble complètement marginal, mais qui en fait est très présent et qui est superbement restitué avec des gestes précis, des situations, etc. Donc, il y a un intérêt pour la situation. Ici, une peinture de Grimmer qui s'inspire des tableaux de Bruegel et qui représente alors, il y a un débat là-dessus, certains disent c'est le printemps, d'autres disent c'est l'automne, enfin bref, moi je les laisse décider, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, là encore, c'est la tentative de restituer, mais on l'a déjà vu, la situation de travail. On l'a déjà vu dans les fêtes, avec le Bronzino ici, qui est à Florence, qui représente un corps, au fond, qui n'est pas complètement fidèle à l'anatomie et au geste, mais que Bronzino veut représenter comme, en fait, se donnant une forme de liberté et d'abandon, vous voyez. Et la fête est quand même complètement... La fête est nouvelle au XVIe siècle, c'est très important ça, avec une sorte d'activité, voilà encore un Mantegna, une bacchanale de Mantegna, la bacchanale à la cuve de vin, vous voyez le vin ici, et surtout, je reviens, les Flamands, avec Bruegel, la noce de la mariée, avec des gestes ici qui sont extrêmement
actif et dynamisé. En revanche, 17e, la représentation. Le 17e, c'est le classique. Le classique a tendance à reprendre quelque chose qui est de l'ordre, la monarchie, etc., qui est de l'ordre et de la surveillance, au fond, de la distribution spatiale. C'est le carrousel de Louis XIV, 1662, le 5 juin très précisément, où, enfin c'est des cartes, quoi, vous voyez, voilà. Et dernier point concernant le problème de la variété des situations, un tableau qui est relativement peu connu, qui est un tableau flamand également, de Lucas Gassel, qui s'intitule Les jardins. En fait, c'est David et Bethsabée. Bon, c'est donc une séquence de la Bible, qui s'intéresse à Bethsabée surprise dans son bain. On ne la voit même pas, elle est là. Et David va donner au mari de Bethsabée l'ordre de partir à l'armée. Ça se trouve ici. Voilà le cœur du tableau, si vous voulez. Mais le tableau est l'occasion, effervescence de la vie, sensibilité à l'égard des mouvements, sensibilité à l'égard du jeu. Le tableau est l'occasion de mettre en scène des jeux extrêmement variés. Un peu comme si le palais de la Renaissance était le lieu, le télème, si vous voulez, le lieu de plaisir et de la diversité. Et ces jeux sont très nombreux. Ici, la paume. Ensuite, le palais, c'est très mal observé parce que j'ai pris vraiment du détail infime. Voyons. On voit ici le rond dans lequel le palais peut entrer. Et l'arc. Tout ça, ça se trouve dans le tableau. Vous voyez ? Il est là, le tireur à l'arc, que je le retrouve, il est là. Voilà. Donc ça se trouve dans le tableau. On peut, comme si le tableau, à partir d'une séquence qui est une séquence biblique, voulait mettre en scène quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique. Dernier point, bon, les jeux, je n'insiste pas. Donc on a vu type de regard, type d'objet. Dernier point, j'en ai pour quelques instants avant de conclure, c'est la manière de recourir à des artifices de mise en scène et en visibilité pour accentuer le sentiment du mouvement. Et ces artifices sont nombreux. D'abord, il y a la structure spatiale, ensuite il y a des vecteurs à l'intérieur même du tableau, il y a des oppositions physiques, en opposant quelqu'un qui veut fuir, je donne le sentiment de la force que peut revêtir la fuite, et puis il y a les plis. Alors on va aller très très vite. La structure spatiale, on le voit bien à travers ce tableau à nouveau de Tintoret, la présentation de la Vierge. Donc, la structure spatiale, ben, tout est fait pour indiquer la montée. Les regards ici, les marches qui tournent, l'ascension là-haut, le geste de celle qui conduit la Vierge. Et donc, il y a non seulement une attention au mouvement, ce que je disais tout à l'heure, mais il y a une orchestration du tableau qui favorise la mise en scène du mouvement. Vous voyez ? C'est ça qu'invente la Renaissance. Et c'est ça qui fait l'intérêt du tableau et la richesse du regard proposé. Idem, les aveugles de Bruegel, c'est super connu, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble de l'espace qui descend, qui tombe. Vous voyez ? Au fond, il y a un accompagnement du décor pour favoriser le sentiment du mouvement. De même, les vecteurs. Alors, le fameux tableau que tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous connaissent, Albrecht Altdorfer, La bataille d'Alexandre, qui est un tableau commandé à Altdorfer en 1529. C'est un des rares tableaux d'Aldorfer d'ailleurs, mais c'est un tableau absolument sublime. Pourquoi ? Parce que Altdorfer veut représenter Alexandre poursuivant Darius, et c'est sensible pour la mentalité du temps, dans la mesure où Vienne est menacée par les Turcs, et donc il y a une sorte de reprise de conscience de l'opposition entre l'Occident et l'Orient, les catholiques et les autres, etc. Et ce que restitue Altdorfer, c'est la poursuite d'Alexandre, qui va vaincre évidemment Darius, qui est là, Alexandre qui est ici. Bon, ce n'est pas la séquence la plus intéressante, si vous voulez. Mais ce qui est à mes yeux le plus intéressant, c'est d'abord la ligne ici de la lance, mais surtout la multiplicité des lignes de lance qui sont là et qui donnent le sentiment précisément de la dynamique et de l'activité. Donc le décor, vous voyez, le décor et l'utilisation des outils dans ce décor sont précisément, on le voit donc à travers l'image ici d'Alexandre, mais à travers ces lances, sont l'occasion de suraccentuer le mouvement. C'est très connu, le Paolo Uccello, la bataille de San Clemente, 1432, avec les fameux condottieri, vous voyez, qui ici a très curieusement un chapeau qui est un chapeau de ville. Hein.
Bon, on ne voit pas trop que la légitimité, seulement c'est pour montrer son ascendance et sa puissance. Mais le Uccello, il y a 3 tableaux de la bataille de San Clemente, qui sont tous dans de grands musées. Il y en a un ici au Louvre, il y en a un aux Offices, à Florence, et il y en a un à National Gallery. Celui-ci, c'est de la National Gallery. C'est pas que je voulais supprimer l'image du Louvre. Hein. Mais on voit bien, là, le travail que permet de faciliter, en jouant sur les lances, le travail sur les lances qui permet de faciliter le regard, qui permet de faciliter le fait que vous voyez de l'activité et vous voyez une distribution qui dynamise en quelque sorte la scène et qui lui donne dans une certaine mesure son sens. Idem dans le tableau de Bruegel qui n'est pas très connu mais qui est magnifique, le suicide de Saul. Vous voyez, Saul se suicide parce que son armée perd contre les pharisiens. Le plus intéressant bien entendu, c'est extraordinaire, quoi. C'est tout à fait la restitution qui crève les yeux de la tentative de donner à travers les lances la restitution du mouvement. Il y a aussi les oppositions physiques, le fameux tableau de Titien, Adonis et Vénus. Adonis part à la chasse, les métamorphoses d'Ovide. Adonis part à la chasse et sera tué, et Vénus tente de le retenir parce qu'elle pressent le drame, et dans la manière même dont elle le retient, il y a la dynamique, vous voyez, d'Adonis. C'est ça que je trouve très intéressant dans la façon dont la Renaissance tente à restituer le mouvement. Donc, une fois encore, à la fois vous avez le travail sur le mouvement en tant que tel, et puis vous avez le travail sur ce qui entoure le mouvement et qui le rend encore plus présent et encore plus perceptible. Je n'insiste pas sur ce petit image, je suis quasiment au bout de mon propos. Les oppositions ici restituées dans le triomphe de Galatée, dont je dirai un mot parce que le plus intéressant dans Galatée, ce sont les plis, mais là on voit bien que le faune qui retient une des, comment je pourrais dire, des amies, des accompagnatrices de Galatée que je montrerai tout à l'heure, dans la façon dont le faune la retient, il y a toute la force que Galatée tente d'exercer. Alors, dernier point, les plis. À la fois, donc, le décor d'ensemble, la montée dans la présentation de la Vierge et la descente des aveugles, il y a les plis, il y a les objets divers, etc. Pardon, je veux dire, il y a les vecteurs, et puis il y a les plis, et on le voit à travers divers tableaux sur lesquels je ne m'attarderai pas. Celui-ci, un des plus anciens, d'Andrea del Castagno, qui se trouve à Washington, et qui date de 1430, 1450, la date n'est pas clairement établie. Voilà Galatée, cette fois, qui fuit le géant, le géant Polyphène pour aller vers le berger Assis. Je n'insiste pas, mais tout le moment est là. Et tout le monde est là. Hein. Et ici, voilà. Ce tableau est absolument somptueux. C'est un tableau de Raphaël que je trouve d'un équilibre extraordinaire, avec en plus une partie aérienne où les petits angelots donnent aussi de la dynamique au tableau. Le mouvement ici, vous voyez, la restitution du mouvement. Donc il y a une vraie dynamique dans laquelle les plis jouent un rôle. Et le dernier de ma série, le tableau de Titien, qui se trouve à la National Gallery de Londres, qui est Bacchus, retrouvant Ariane qui a été abandonnée par Thésée, etc. N'entre pas dans la mythologie, c'est pas le problème. Mais en revanche, Bacchus saute de son char. Je reviendrai dans une séance prochaine sur la façon dont on peut analyser le saut, mais c'est pas la question dont je veux parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cet équilibre absolument magnifique que le tableau restitue, vous avez dans le drapé une manière de faire exister le mouvement en le suraccentuant. Et vous avez bien entendu aussi ici les faunes qui accompagnent Silène, etc., le Silène qui accompagne Bacchus et qui accentue également le mouvement de Bacchus qui va sauter de son char. Alors, la conclusion de tout cela, une fois envisagé le regard, les objets et les artifices dans le mouvement étudié par les modernes, la conclusion de tout cela, c'est que inventer, magnifier, souligner le mouvement dans les arts visuels au moment de la Renaissance, c'est-à-dire de sa véritable invention, c'est inventer un espace, inventer une structure physique, inventer une diversité possible d'exemples et d'objets, et enfin recourir à des artifices qui, comme je le disais tout à l'heure, à travers les vecteurs et les plis, suraccentuent le mouvement
tel qu'il est donné à voir dans la peinture. Je m'en tiendrai là. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention.